Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art du 15 janvier 2008. Nous sommes en visioconférence à l'université Paris Diderot, Paris 7, sur le campus de Jussieu. Le sujet d'aujourd'hui sera l'histoire de l'art, en particulier la peinture symboliste et Armand-Point. L'intervenant d'aujourd'hui est Robert Doré, docteur de l'Université de Paris 1, qui va nous présenter sa thèse sur Armand-Point. Je suis Lise Cormery, docteur de l'Université de Paris Diderot, Paris 7. Et nous sommes ici grâce à l'association Carrefour Télématique, l'association Art et Art, Bruno Bourré, qui est directeur informatique, Jacques Châtelot, qui est directeur des visioconférences, Gilbert Sol et Marie-Claude Vétréno-Soulard. En préambule, je vais vous parler d'un travail qui est fait avec Janine Varnaud, qui est déjà intervenue sur l'école de Paris lors d'une visioconférence, et qui va nous présenter les dessins d'André Varnaud, son père, peintre, journaliste et critique d'art, qui est né en 1885 et mort en 1960, qui est tout particulièrement connue pour son travail en tant que journaliste au Figaro. Et elle nous présentera les dessins de prisonniers de guerre de 14-18 de son père. Ils ont fait l'objet de livres qui seront aussi présentés à cette occasion. Cela aura lieu le 18 mars pour l'inauguration. Et ensuite, il y aura une exposition du 18 mars au 1er juillet 2008 qui va présenter donc ces dessins de prisonniers de guerre qui n'ont jamais été montrés, qui, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, je vais vous montrer quelques dessins, sont tout à fait exceptionnels par l'esprit. Par ailleurs, Janine Varnaud présentera les amis de son père, qui sont des artistes le plus souvent reconnus ou moins connus. Pour en citer quelques-uns, Gargalio, Lipchitz, Manolo, Picasso, Anguera, Bachet, Couturier, Poncet, Soubira Puig, Zadkine. Son père a écrit sur beaucoup d'artistes et ce sera en quelque sorte aussi toute une partie de l'histoire de l'art que les gens pourront découvrir. Voilà. Alors je vais juste vous montrer, avant que Robert n'intervienne, un dessin donc on a sélectionné quelques dessins parmi. Il y a au moins combien de dessins, Janine? Au moins peut-être 200 dessins. Oui, hein, on n'est pas loin. Hein. Ce sont des petits dessins donc ces dessins originaux. Alors, vous voyez celui-ci que vous voyez à l'écran, qui est prisonnier de guerre. C'est un sujet qu'on voit rarement, mais en fait, on oublie qu'il y a des enfants qui étaient emmenés comme prisonniers de guerre. Il y a un autre dessin qu'on a choisi pour illustrer un peu cette aussi. C'est, comme vous le voyez, un soldat qui revient de permission et on voit son petit enfant à droite. Et comme vous le voyez, il est en train d'essayer de trouver de l'argent, donc il emprunte pour essayer de faire vivre sa famille qui est en ville. Alors là, un autre, beaucoup plus, il a aussi beaucoup le sens de l'humour. Hein. Un dessin que j'ai trouvé absolument extraordinaire parce qu'il parle de ce sujet qui est rarement évoqué. Enfin, il parle par ses dessins et aussi par l'écrit, parce que ses livres sont magnifiques, il écrit très très bien. Ces livres ont été édités en 1915 pour prisonniers de guerre, si je ne me trompe pas. Et ensuite, Petite image du temps de guerre en 1917, qui a été couronnée par l'Académie française. Hein.
Alors là, vous voyez, le sens de l'humour, on n'y pense pas, mais en effet, c'était assez fréquent, hein. Donc, il y avait c'était les tireurs sénégalais, enfin, il y avait beaucoup d'Africains qui étaient aussi prisonniers de guerre, et il s'est passé des choses, bien sûr, hein. Alors là, c'est des très beaux dessins sur les spahis ou les goumiers, hein, parce qu'on oublie aussi que ces gens-là ont combattu dans les tranchées pour la France. Et enfin, une autre image. Ça s'appelle la soupe. Et comme vous le voyez, on a toutes sortes de populations. Vous voyez l'Écossais, vous voyez l'Africain, vous voyez les Russes, les Anglais, enfin, vous voyez, donc, et l'Allemand, bien sûr, en premier plan. Voilà, c'est un petit aperçu, si vous voulez, de l'esprit de l'exposition, surtout de l'esprit des dessins d'André Varnaud, qui est assez exceptionnel. Et même les écrits sont très intéressants parce qu'il y a toute une sociologie, on pourrait dire, du camp de prisonniers. Il raconte des choses très intéressantes. Voilà, donc c'est aussi dans le cadre de Aréar, hein, c'est dans le cadre de l'association. Donc on fait appel à tous les amis qui pourront nous aider, de quelque façon que ce soit, voilà. Et maintenant, nous allons donner la parole à l'intervenant que nous félicitons pour... Non, si, on le soutient, on le félicite quand même parce qu'il a obtenu son doctorat avec la note la plus haute qui soit. Voilà. Donc ça mérite quand même... Voilà. Alors, Robert Doré. Je commence par vous faire passer quelques-unes de mes publications. Je vais les apporter. Oui. Vas-y, reste Oui. là, passe là. Bon, Autrement, on va... Il y a des publications déjà connues, puis il y a un volume de la thèse, mais reste assis. Voilà. le reste est trop lourd. Je n'ai amené qu'un des 8 volumes. Voilà, vous pouvez le regarder pendant la séance. Voilà, donc, mesdames, messieurs, chers amis, le 20 septembre 2005, j'ai présenté Armand Point dans le cadre d'un exposé collectif sur le symbolisme, ici même à Aréar. Dans celui-ci, j'ai décrit le cursus personnel de l'artiste et montré quelques-unes de ses œuvres, principalement celles ayant figuré à l'exposition Armand Point que j'ai organisée à la mairie de Boron-Marlotte en novembre 2003. Aujourd'hui, nous allons voir un panorama plus étoffé de l'œuvre de l'artiste et analyser sommairement des œuvres figurant dans la thèse que j'ai soutenue le 17 octobre dernier à l'Université de Paris 1. Elles seront présentées dans un ordre sensiblement chronologique et sont choisies successivement dans les 4 volumes de cette thèse qui traitent des grandes phases de l'œuvre de l'artiste. Alors Armand Point est d'abord un réaliste attiré par la grande lumière de l'Algérie. Pendant cette période orientaliste, il s'attache à rendre les hommes et la nature tels qu'ils sont, avec une facture classique enseignée principalement par Hippolyte Lazerge, algérien dans leurs occupations citadines, du bled ou comme militaires. Les hommes conduisent leurs bourricots, chevauchent chameaux et chevaux avec fougue ou majesté. Quelques portraits d'Européens ou d'Arabes célèbrent leur dignité. Ces œuvres les plus intéressantes pour la période algérienne se groupent comme suit. Pendant les premières années, Point travaille d'abord à Alger et dans les environs, avec une interruption lors de la campagne de Tunisie, au cours de laquelle il fait une partie de son service militaire. Alors, la première œuvre que nous voyons, c'est Chamel et son petit, de 1880, un dessin à la plume, que vous avez à l'écran. La plus ancienne œuvre datée d'Algérie, premier exemple du goût de Point pour les thèmes animaliers. On voit ensuite Mosquée Tunisie, daté de 1881, un petit panneau sur bois dans lequel le peintre se montre déjà très sensible à la luminosité du ciel et à l'éclat des murs d'un blanc éclatant. Il l'a sans doute peint au Kef en Tunisie en juillet ou août 81, au début de l'occupation du pays, juste après la campagne de Tunisie commencée le 15 avril. On voit ensuite Tunisie, campagne de 1881. De 1882, la première œuvre de Point présentée au Salon, cette même année,
qui montre 5 zouaves manifestement épuisés. On peut peut-être zoomer un peu, mais je ne sais pas si c'est... Oui, on peut zoomer un peu, c'est pas très simple. Voilà, si on zoome un peu sur la partie supérieure, on voit donc ces 5 zouaves qui sont manifestement épuisés et qui font halte dans leur progression. Cette scène réaliste a sans doute été inspirée par une marche très difficile de Point avec sa batterie d'artillerie les 2 et 3 mai 81. Elle cadrait assez mal avec l'attitude héroïque et dynamique prêtée aux zouaves, qui faisait aussi partie de la colonne, dans l'iconographie militaire habituelle. Et elle aurait fait pour une première version que l'artiste dut retoucher l'objet de critiques très fermes d'officiers d'Alger, parce que les petits soldats qu'on voit là, je ne sais pas si ça apparaît sur l'écran, oui, les petits soldats qu'on voit au loin, au début, ils étaient supposés s'éloigner, donc abandonner un petit peu cette troupe de zouaves. Et il y a des généraux qui ont fait changer cette attitude parce qu'ils avaient trouvé ça inacceptable. Donc il y a un petit changement qui a été effectué par l'artiste. Le tableau figure maintenant au musée municipal de Louhans. On voit ensuite... il faut réduire le zoom, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. On voit ensuite Petit âne algérien, une des eaux fortes citées par Beraldi dans son ouvrage Les graveurs du XIXe siècle, publié en 1891. C'est Auguste Herst, professeur de dessin de Point au Collège Rollin, qui avait enseigné cette technique aux futurs artistes dans le cadre de ses cours de dessin d'imitation. Ensuite, un petit tableau, Chasseur d'Afrique écrivant une lettre, non datée, une des nombreuses scènes militaires prêtées à Point et qui évoque la solitude affective d'un jeune soldat éloigné de sa famille. Enfin, autoportrait, un fusain dans lequel l'artiste de 1882, un fusain dans lequel l'artiste concentre son attention sur son visage au regard vif, qui marque la passion du jeune artiste pour son art. On trouve ensuite Diseuse de bonne aventure. Dans un patio algérois, une diseuse de bonne aventure en robe rouge, couleur de la passion, opère à l'intention d'une jeune femme. Point obtient ici un bel effet de scintillement des vêtements avec le brio qu'on pourrait retrouver chez Cormon. Ensuite, Études d'intérieur à Alger de 1886, une nouvelle description de la vie algéroise. Un tisserand travaille un tapis tandis qu'une jeune femme file la laine. Alors le tisserand est ici, à droite, et la jeune femme qui file la laine est à gauche, et puis il y a une assistante derrière. Ce tableau de 2,50 m de haut, donc de dimension très importante, a été offert en 1906 au musée de Bradford par un Anglais qui l'avait acquis vraisemblablement au salon. À partir de 1884, l'artiste travaille fréquemment à Boussada, une oasis située à 250 km au sud d'Alger. Il y réalise Cavalier arabe dans le sud de 1887, ce cavalier à fière allure dans son burnous blanc, bien campé sur sa selle. La noblesse du personnage et la grandeur du paysage de Boussada font de cette œuvre une des œuvres orientalistes majeures du peintre. Acquis par l'État au salon de 88, il est conservé au musée de Coutances et a été remarqué notamment par certains critiques lors de l'exposition de Delacroix à Renoir, présentée à Paris à l'Institut du monde arabe en 2003. On trouve ensuite un dessin préparatoire cheval harnaché, parce que Point a fait beaucoup de croquis. Dessin préparatoire pour ce grand tableau, Halte dans le désert, également de 1887, une autre scène dans laquelle 3 cavaliers
affirme la présence de l'homme dans une nature hostile et grandiose. On trouve maintenant quelques sujets de la vie de Boussada, une jeune fileuse en rouge de 1888, une jeune fille vêtue de rouge se détache sur un mur de pierre en pleine lumière. Le contraste entre ombre et lumière met en évidence la chaleur qui pèse encore sur l'oasis alors que le soleil décline pourtant. Ensuite, on trouve Les Chameaux, une très mauvaise reproduction, vous voudrez bien excuser, j'espère, qui est conservé au musée d'art et d'histoire de Narbonne et qui est une reprise d'Eau forte réalisée par Point vers 1882. Puis un grand tableau qui passait plusieurs fois en vente ces dernières années à Drouot. Jeunes filles lavant du linge dans l'Oued Boussada, femmes et enfants s'amusent dans l'eau de l'Oued dans le grand soleil. On trouve enfin quelques portraits d'Algériens ou d'Européens qui célèbrent la dignité et la gravité des Arabes. Ici, un portrait d'Algérien de 1884. Et là, une jeune orientale aux fibules, dont le nom n'est pas connu, mais qui paraît peut-être être une Espagnole ou une Algérienne. Voilà pour cette première partie. Nous allons continuer par le deuxième volume de la thèse. Alors là, il faut passer où là, oui. Il faut que je passe au volume 2. Le voilà. Il arrive. Et ce volume 2 montre Point qui a quitté la grande lumière du désert algérien et qui s'est installé en Île-de-France, notamment à Samois, où il continue ses études de soleil et traite alors avec bonheur la lumière de la région. La première œuvre, c'est le portrait de Mademoiselle MC, dit aussi Fillette au liseron, de 1888, qui est conservé au musée de Bourron-Marlotte. Un pastel dans lequel Point se montre un amoureux des gris et expressions douces de la vie, comme l'écrit Camille Mauclair. Oui. Ça a été un peu vite. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le deuxième tableau, c'est La joie des choses, un tableau de 1889, conservé au musée de Nancy. Un tableau baigné par le papillotement de la lumière, du soleil, dans la chevelure de la jeune femme, qui n'est pas identifiée, et dans les herbes des champs d'Île-de-France pendant l'été. Ensuite, on trouve le portrait de Madame Sacha Muron, de 1890. En février 1890, le modèle pose en robe blanche, debout au milieu d'un parterre de marguerites et d'iris à Alger, où elle est venue avec son compagnon de l'époque, Pierre Muron, pour assister sans doute au mariage du frère de l'artiste. Le tableau est commencé sans doute sur les hauteurs de Mustapha. Le peintre n'a pas le loisir de l'achever. Il a toutefois pris une photographie qui lui permettra de le faire à Samois en septembre suivant, et il modifie alors quelque peu l'attitude du modèle qui devient plus gracieuse. Ensuite, Caresse de soleil, de la même année 1890, dans la lumière d'un sous-bois, une jeune fille évolue avec légèreté au bord d'un petit ruisseau, sous le feuillage de la forêt où chatoient les rayons du soleil. Ce tableau n'a pas reparu depuis le salon de Rouen à la fin de 1891 où il a été exposé. Je ne sais personnellement pas où il se trouve. On peut regarder un peu quand même le chatoiement de la lumière, le miroitement sur les feuilles et sur le corps du jeune modèle qui est inconnu. Point trouve alors sa voie d'artiste symboliste avec le mouvement des Rose-Croix.
sur les conseils de Péladan à l'occasion du SNBA de 1890, il va réaliser des femmes en âme. Dès 1891, son art évolue progressivement vers une spiritualité qui se développe en particulier chez ses modèles tous féminins. L'idéalisme, le rêve et la sérénité, stimulés par le bonheur que lui donne alors Hélène Linder, font de lui un créateur important pour la femme symboliste. Hélène Linder s'affirme en reine au cours du voyage en Italie de 1894. C'est elle que le peintre montre dans la plupart des pastels qu'il présente au Salon de la Nationale de 1893, ainsi que dans de multitudes d'autres œuvres jusqu'à la fin du siècle. Fasciné par Botticelli, Masaccio et Masolino, dès son premier voyage en Italie, il proclame la supériorité de la pensée sur la seule nature et écrit « À partir de Cimabue à Florence, de Duccio à Sienne, de Pisano à Pise, le seul souci jusqu'à Michel-Ange, c'est de trouver dans la nature une forme expressive correspondant au sentiment que l'artiste voulait crier à travers les siècles et non pas de reproduire une scène de la vie prise au hasard des rues. » Ses œuvres les plus remarquables pour cette première période symboliste sont un dessin qui s'appelle La Comète, qui est marqué par une explosion de joie mystique de l'artiste. On trouve ensuite Prière à l'étoile de 1892. C'est Hélène Linder, les mains jointes, qui lève les yeux vers un ciel de nuit d'un bleu intense, où brille une étoile unique qui focalise les aspirations mystiques de la jeune femme. Une œuvre qui présente sans doute une dimension ésotérique, comme cela est parfois le cas chez l'artiste. Baigneuse, étude, au bord de l'Eurotas, sans doute de la fin de 1891, présentée au Salon de la Rose-Croix de 93 et qui est ressortie récemment dans une vente à Paris. Eh bien, cette baigneuse s'y montre encore un amoureux des gris délicats aux tonalités douces un peu mélancoliques. Et il va reprendre ce motif dans un tableau symboliste au bord de l'Eurotas de 1892, où on retrouve la même baigneuse en bas et d'autres études faites en métropole, et il les place cette fois-ci dans le contexte de la Grèce antique, inondée de la même lumière que l'Algérie. Il reprend notamment des lauriers roses, comme il en a peint de nombreuses fois à Boussana. Il peint ensuite un Rêve qui passe, nocturne parisien, un des premiers portraits d'Hélène Linder, qu'il représente de très nombreuses fois. Il est ici sur un pont de la Seine, sans doute le pont de la Concorde, et elle devient la muse des années les plus créatives de l'artiste. Sourire de printemps de 1893 montre une jeune femme brune à la chevelure tourbillonnante, digne des plus beaux portraits de Lévy Durmer, et témoigne d'une réelle allégresse du modèle et de l'artiste. Symphonie du soir, une Hélène mélancolique, respirant avec bonheur un lys dans le crépuscule encore rougeoyant au bord d'un étang. Un très beau tableau qui est sans doute parti à l'étranger. Encore une princesse nocturne, 1893, qui révèle encore une Hélène debout, les mains croisées, dans une lumière fantasmagorique, se détachant sur un fond bleu nuit d'un étang sur lequel glisse paisiblement un cygne, un symbole très utilisé par les peintres symbolistes. Ce pastel est conservé à Poznan au Muséum Narodowy. Pas la prononciation. Ensuite, Baigneuse au laurier, un pastel
présente un nu à la longue chevelure rousse, blond roux, baignant dans une lumière bleutée qui est peut-être une évocation de la fée Viviane, prête à charmer l'enchanteur Merlin. Mais on n'a aucune certitude à ce sujet. Ensuite, le chevalier entre le vice et la vertu, un dessin très influencé par Botticelli, est conservé maintenant au musée de Moulins. La Dame à l'anémone, 1894, un autre portrait d'Hélène Linder, réalisé à Florence lors du premier séjour de l'artiste avec son modèle, et qui met en évidence la beauté diaphane de celle-ci. Hélène gardera ce tableau toute sa vie et l'exposera dans son salon du boulevard des Invalides, où elle habite jusqu'à sa mort, un peu après 1950. Durant cette période, l'artiste affirme alors également le rôle important des croyances religieuses. Il donne Tête de femme, une étude pour Ancilla Domini de 1895, étude sur papier de lignes très pures, et reprend ce profil dans le grand tableau Ancilla Domini de la même année. Une peinture commandée par l'État suite à des recherches relatives à la technique de la fresque mise en œuvre par les artistes italiens des XIVe et XVe siècles, l'éclat des couleurs peintes à l'œuf, le dispute à la somptueuse robe de brocart de la Vierge, la finesse de la technique s'apparente aussi à celle des peintures flamandes. L'artiste réalise ensuite Avril, un dessin de 1896, une étude avancée d'une fresque également commandée par l'État pour le même motif qu'Ancilla Domini, et dont l'œuvre finale, très détériorée, est conservée au musée d'Orsay dans les réserves. La coiffure de natte et le visage de la grande figure en pied dérivent de ceux d'Hélène Linder. Le drapé est remarquablement traité, en lourde masse dessinée en noir, soulignée de traits de craie régulièrement espacés. Armand-Point s'associe aussi au rejet du réalisme jugé outrancier par Péladan. Il critique certains peintres comme Degas, mais, comme Le Sart, il cristallise son opposition au roman de Zola. Dans Affiche pour le 5e salon de la Rose-Croix, 1895-96, dont on voit ici deux détails, et qui est réalisé en collaboration avec Léonard Sarlouis, son élève, cette affiche fait scandale par la violence qu'elle manifeste à l'encontre du romancier, qui est présenté décapité ici, avec le titre de ses ouvrages qu'on aperçoit qui dégouline de sa tête décapitée. C'est Point qui réalise par contre l'autre partie, le Persée, qui décapite Zola. Le Moyen-Âge et le merveilleux habitent également l'univers de Point, sans doute sous l'influence partielle de Stuart Merrill. Point donne alors, attendez, il faut revenir, il faut annuler le zoom pour pouvoir passer à la vue suivante. Voilà, alors c'est un peu sombre, on lance moins à l'écran. Il s'agit ici de Princesse à la licorne, un dessin de 1896, première œuvre d'une série consacrée à cet animal fabuleux, remise à l'honneur par l'acquisition des tapisseries du cycle de la licorne par le musée de Cluny, et ici Hélène Linder flatte l'animal de la main dans un paysage où les pans sont un symbole d'éternité et de religiosité. Alors les pans, on les voit ici. On en voit un, je ne sais pas si... tout en haut à droite.
Point réalise aussi Légende dorée en 1897, une chromolithographie publiée dans l'Estampe moderne, qui montre deux jeunes femmes devant un paysage de mer baigné de lumière. L'une, c'est-à-dire Hélène, la première, ici à gauche, se penche sur un livre enluminé, l'autre se grise du parfum d'un iris. Les couleurs confèrent à la scène une sensation d'irréel et de merveilleux. Je passe maintenant à la troisième partie de ma thèse, troisième volume, qui commence par, alors là il faut revenir arrière, passer au volume 3, et on commence ici par le tableau le plus célèbre de Point, La Sirène, de 1897, dont une version au pastel est conservée au musée Van Gogh d'Amsterdam, et la version peinte, l'œuvre la plus célèbre que l'on voit ici, l'œuvre majeure de Point, qui a connu un destin glorieux lorsque les symbolistes sont revenus sur la scène, grâce à Pincus Witten et grâce à Julian, donc dans les années 1960-70. Donc cette peinture se réfère à l'Antiquité et sans doute aussi au premier trouble de l'union avec Hélène Linder. On a ici une femme dont le visage s'inspire des canons grecs. Sa tête est parée d'une opulente chevelure rousse, symbole des passions perverses. Son corps émerge des eaux vert sombre. Une lumière surnaturelle baigne la scène, sans doute inspirée à l'artiste par les rochers Faraglioni pris dans des tempêtes lors de son séjour à Capri. Tout au fond, Ulysse Point tente de résister au chant de la belle et il y parviendra. C'est un symbole du détachement commençant de l'artiste vis-à-vis de sa compagne. Ah, encore. Oui, on voit ici maintenant Princesse des lacs, qui existe en plusieurs versions, 3 versions exactement, et qui est encore un hymne au charme d'Hélène Linder, provisoirement retrouvé, et qui paraît ici en prière à Varenna, près du lac de Côme, où l'artiste a séjourné quelques jours avec elle, lors du retour de son deuxième voyage en Italie. On voit maintenant ici Salomé dansant, un dessin de 1898, étude finale du tableau éponyme. Ces œuvres sont inspirées des fresques de Filippo Lippi à Prato. Salomé porte une robe de gaze qui lui donne une apparence de pureté en dépit de la noirceur de ses intentions. Voilà maintenant Parfum de Mimosa, un dessin de 1898. C'est encore Hélène, le visage de profil. Elle porte une robe à l'ancienne, décorée de broderies, inspirée sans doute des modèles de la Renaissance. Le mimosa qu'elle tient à la main est un symbole de magnificence et de puissance. Les rois mages chevauchent ici vers la lumière irradiée par l'enfant qui va naître. Point répond ici au message funèbre et réaliste d'Orcagna, qu'il a vu en 1894 au Campo Santo et qui l'a vivement impressionné. Il répond ici par un message symbole d'espoir dans l'esprit de l'inspiration religieuse qu'il traverse alors. Le tableau est malheureusement pas très bien conservé, mais il faut noter aussi le cadre
très intéressant, probablement conçu par l'artiste. Voyons, sauter quelque chose, un dessin qui s'appelle « Le temps passe, la beauté survit » de 1899-1900. Les rois mages, c'est peut-être une incantation contre la fuite du temps. C'est encore un portrait idéalisé d'Hélène Linder. On aperçoit encore les Faraglioni en haut à gauche. On les reconnaît. Et c'est donc probablement encore une représentation d'Hélène Linder. Voici maintenant un portrait de Borghild Arnesen, une artiste norvégienne qui est venue travailler à Haute-Claire, dont on parlera un peu après, et qui est de 1898-1900. Elle devient alors la compagne éphémère de l'artiste lors de son 3e voyage en Italie. Dès le 2e voyage dans ce pays, en 1897, et tout au long de la suite de sa vie, place, comme Élimir Bourges, Michel-Ange au sommet de la hiérarchie des artistes. Il écrit notamment à Orvieto, « Signorelli vous ouvrira les portes de Rome et de la chapelle Sixtine, et là, vous aurez l'effroi de sentir votre être se dilater au point d'en mourir. Vous serez au temple suprême de l'art, c'est la plus grande révélation de Dieu à travers l'homme, la beauté est surhumaine. » L'influence de Michel-Ange se manifeste notamment dans la Cime, une grande composition précédée de nombreuses études. Les personnages, notamment Apollon, ont la puissance et la gravité de ceux du maître de la Sixtine. On voit ici une étude de main à la sanguine, donc une des nombreuses études pour le grand tableau intitulé La Cime, que l'on voit ici. Un tableau vraisemblablement disparu maintenant, dont le musée du Petit Palais conserve des études de détail ainsi qu'une esquisse. D'autres œuvres suivent. Ici, oui, c'est un peu meilleur sur l'écran que pour moi. C'est ici une bacchante au masque d'or de 1902, une jeune femme nue qui contemple un masque d'or au regard inquiétant. Sans doute un Dionysos, tandis qu'un bouc aux longues cornes constitue l'un et l'autre deux symboles érotiques évidents. Placés entre ces deux tentations, la femme ne peut être qu'une bacchante. Un tableau qui est réapparu sur le marché il y a quelques années, qui a subi des restaurations, et en particulier la date de 1902 apparente la première fois a maintenant disparu. Mais enfin. Voici maintenant une étude pour la Fontaine de Jouvence, une étude de femme drapée de 1901, qui est sans doute le premier portrait d'Helga Weeke, qui est alors venue à Marlotte, a divorcé quelques années plus tôt, et il a abandonné Borghild Arnesen, la norvégienne, et il va maintenant vivre avec Helga Weeke, donc une danoise qu'il va épouser un peu plus tard. C'est ici la première représentation de cette très jolie femme. Elle figure aussi dans La Fontaine de Jouvence, une œuvre de 1901, qui est sans doute une étude pour un carton de tapisserie disparu commandé à l'artiste qui portait ce titre. De gracieuses jeunes femmes, des naïades, je
joueuses de lutte, jeunes gens, ainsi qu'un cerf. Alors, voilà, un cerf ici. Et une licorne, qu'on aperçoit ici, à droite. Animaux christiques par excellence, s'ébattent près d'un petit lac, tandis qu'un amour dispense l'eau de jouvence puisée à la fontaine. Un tableau tout à fait inspiré des mythes du Moyen-Âge. On trouve ensuite une muse. Voir un petit peu mieux. De 1903, un probable portrait d'Helga Weeke, seconde épouse de Point, comme je viens de le dire, le buste dénudé et le regard un peu fixe et songeur, qui annonce peut-être les problèmes psychiques dont la jeune femme souffrira quelques années plus tard. Nous allons faire maintenant une parenthèse pour parler de Haute-Claire. Haute-Claire, c'est une association qui est fondée fin 96, qui est baptisée au mois de décembre, un peu sous l'égide d'Élie-Bourges, et qui va nécessiter l'aménagement de la maison de l'artiste à Marlotte pour s'adapter aux nouveaux objectifs qui sont inspirés des idéaux de William Morris. L'atelier de Haute-Claire, donc, prône l'idéalisme, le rêve, la sérénité, l'attrait pour la femme symboliste et pour un bestiaire d'inspiration médiévale. Ce sont là les principales caractéristiques des productions de l'atelier, qui est en pleine activité à partir de la fin de 1897 jusqu'à 1904, activité qui se poursuit encore jusqu'en 1911. Et elle est très réduite à partir de 1907-1908. Les œuvres les plus remarquables conçues par Point et réalisées par l'équipe de Haute-Claire durant cette période couvrent des domaines techniques très variés. On voit ici la vitrine en bois sculpté et peint de 1897, conservée au musée de Marlotte, un exemple sans doute unique de mobilier qui présente surtout un intérêt historique. L'équipe d'Haute-Claire fait preuve surtout d'une excellente technique et de qualité artistique remarquable dans la technique de l'émail et des assemblages d'ensemble comportant des plaques émaillées. On voit ici une plaque qui s'appelle Parfum de Mimosa, qui est inspirée directement du dessin que nous avons vu il y a quelques instants. Et puis, on voit maintenant Princesse à la licorne, une plaque de cuivre émaillée de grande dimension qui mesure 73 cm de hauteur, la plus grande plaque qui soit sortie, actuellement connue, des ateliers de Haute-Claire. Il y a pratiquement ici le même dessin que dans les versions picturales, avec remplacement toutefois de certains angles vifs des drapés par des courbes afin de faciliter le martelage de la plaque de cuivre brute. La réalisation de cette plaque constitue une remarquable prouesse technique, tant au niveau du martelage qu'à celui de l'émaillage. On voit maintenant le coffret au pan de 1898, conservé au Petit Palais, où il est exposé dans la galerie d'entrée sur la gauche. C'est la première œuvre importante produite par Haute-Claire, d'une hauteur de 39 cm. Stéphane Laurent l'a décrit en détail, en écrivant « Le coffret présente une composition d'une grande unité, les 4 pieds sont constitués de pans ciselés, de vue. Leurs longues traînes ocellées, on les
les voit un peu plus difficilement, mais on les aperçoit un petit peu ici, et leurs ailes aussi, se rejoignent deux par deux. Les facettes supérieures forment un toit, qui est en fait un couvercle démontable, au fait duquel trône un pan, qu'on voit très bien sur ce cliché, assis. Et Stéphane Laurent conclut, le symbolisme semble ici présent car les deux motifs principaux, le pan et les raisins qu'on distingue parfaitement sur ce cliché de droite, ce détail de droite, sont des emblèmes chrétiens. Ensuite, il y a encore un problème là. Tiens, il en manque un. Il y en a un qui ne veut pas venir. On va sauter le coffret au serpent qui n'apparaît pas. On voit maintenant le coffret de l'île Heureuse. Il a la même structure d'ensemble que le coffret au pan, avec une hauteur plus importante de 68 cm. Donc vous voyez, c'est le coffret le plus important qui a été produit par l'atelier d'Hauteclair. Il est daté de 1902. Sur les deux grands côtés, une jeune femme abandonnée contemple un bouc émergent. Alors il faudrait zoomer un petit peu pour faire. On voit le bouc émergent ici sur la gauche de ce panneau, ce bouc qui donc émerge de la végétation. Tandis qu'un héron, qu'on ne voit peut-être pas sur ce panneau, il doit être sur l'autre parce que de l'autre côté, il y a un panneau un peu semblable mais différent. Et ça doit être donc de l'autre côté que se trouve ce héron. Non? Où il est là? Ah bah il est là, oui, vous avez raison. Vous voyez plus clair que moi. Ce sujet est sans doute un symbole d'espoir et de bonheur retrouvé, le titre l'indique clairement, et c'est un bonheur personnellement important pour l'artiste au début du XXe siècle, alors qu'il vient de se remarier avec Helga Weeke, dont on a déjà parlé. L'ensemble très complexe montre une belle symphonie de couleurs, des émaux cloisonnés se détachant sur les mailles sombres du ciel dans le cadre des dorures de l'ensemble. Les dorures, on les voit partout, dans les angles et dans les parties supérieures, où des serpents apportent quand même une note un petit peu inquiétante. L'équipe de Hauteclair réalise aussi des objets de techniques diverses, comme la dinanderie. On voit ici une fontaine en cuivre repoussé, qui est un travail de Jeanne de Broucker, qui a travaillé quelques années dans le cadre de l'atelier de Hauteclair. C'était une jeune Belge qui a ensuite poursuivi sa carrière dans son pays natal. Et on trouve aussi de rares bijoux inspirés de thèmes mythologiques, plus fréquents au début du XXe siècle et réalisés alors par des orfèvres venus d'Italie, que Point avait sans doute ramenés lors de ses voyages et les avait incités à venir travailler dans le cadre de l'association. On voit ici le pendentif à la sirène et puis un pendentif à la méduse, deux œuvres qui ne sont pas datées. Il est très difficile de voir des objets d'art de Point et venant de Hauteclair. Ils sont très rares et il faut aller chercher dans les collections privées pour y accéder, parce qu'il n'y en a pas dans les collections publiques. Voilà, j'ai été trop vite. Voilà, je dirais enfin, pour terminer sur Hauteclair, la chambre aux muses, que j'ai baptisée ainsi il y a quelques années quand elle est apparue sur le marché. Et cette chambre aux muses, je vais vous montrer surtout un détail.
Voilà. Cette chambre aux muscles comporte plusieurs meubles, dont une armoire, qui est actuellement présentée au musée des arts décoratifs. Ah, je ne vais pas descendre. Voilà, et le panneau central de cette armoire représente les 9 muses selon des types un peu stéréotypés. À mon avis, cette chambre à coucher n'a pas été conçue par point, ni réalisée dans le cadre de Haute-Claire, pas plus que par Charles Virion, qui est parfois incriminé comme l'auteur de ce panneau. Voilà pour cette troisième partie. Nous allons passer maintenant à la quatrième et dernière. Alors, il faut d'abord éliminer le zoom. Voilà, ça devrait aller. Et on va pouvoir retourner sur Arial et passer au volume 4. Le symbolisme de la dernière période, au tournant du siècle, Point, qui vient de divorcer pour la première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se séparer d'Hélène, réalise aussi qu'il est en décalage par rapport au milieu artistique. Il écrit « Hier, j'ai été revoir les 2 salons », il écrit en 1900, « J'ai été revoir les 2 salons et je suis rentré avec la certitude que je suis si éloigné de la compréhension du moment qu'il va me falloir lutter avec une bien grande énergie pour avoir le droit de continuer mon travail dans les nouveaux chemins choisis. Et je suis là. Durant cette période, sans doute sous l'influence de Bourges, qui travaille alors à l'achèvement de son grand roman, La Nef, il recherche le plus souvent son inspiration dans les thèmes de la mythologie grecque et romaine. Il écrit aussi à cette époque dans Léonard de Vinci, qui poussa la recherche de la perfection de la forme aussi loin que l'esprit humain peut la concevoir. Chaque couleur pourrait être exaltée par un coloriste tel que Giorgione et former un concert aussi éclatant qu'harmonieux. Cependant, dans l'œuvre du maître, elle est contenue, maintenue, comme un accompagnement en sourdine à la pensée qui rayonne de la forme. Ses œuvres les plus remarquables pour cette dernière période symboliste sont d'abord Jeune femme à la toque verte de 1905, le visage large encadré de cheveux roux, les yeux clairs, en font un probable portrait d'Helga Weeke non identifié. Point donne aussi des œuvres inspirées de la mythologie, comme Orphée et Eurydice, ici une esquisse. Orphée s'efforce de ne pas se retourner et ferme les yeux pour sauver Eurydice, qui va tenter de cacher son visage. La scène précède l'instant fatidique où Orphée va se retourner et perdre irrémédiablement sa bien-aimée. C'est sans doute ici une prémonition de l'artiste pour la perte prochaine d'Helga. Voici maintenant un portrait de mon fils présenté par Point au salon de 1909 ou 10, qui est daté de 1909. Il s'agit ici de Victor Point. Qui a alors 7 ans. Victor Point sera, quelques années plus tard, un des héros de la Croisière jaune,
dirigé par Art. Croisière jaune dont on parle assez fréquemment dans des émissions à la télévision. Check zoom. Voilà. On va pouvoir continuer. On voit maintenant ici une Salomé au bassin d'argent de 1910 ou 1911, mais qui n'est pas datée. Point, c'est probablement une étude préliminaire pour le tableau suivant, qui est une Salomé en peinture qui représente la même attitude de Salomé, mais représentée à mi-corps, alors que dans le dessin, elle est représentée en pied. Cette Salomé, très sensuelle, est une réponse au genre réaliste illustré par Regnault dans un tableau célèbre. Ici, Point montre seulement Salomé présentant le bassin à Hérode, alors que Regnault présente des scènes sanguinolentes. Point transcende ici le réalisme et se souvient aussi de ses œuvres orientalistes très colorées, régénérées ici par son attirance récente pour les couleurs des artistes vénitiens du XVIe siècle. Il peint ensuite Byblis changé en sauce, de 1911. Byblis est la fille de Milétos, un roi d'Asie mineure, et cette Byblis a conçu une passion coupable pour son frère Kaunos. Le ciel tragique, annonciateur du drame qui va survenir, puisque Byblis va se suicider, est inspiré du Titien. Un sujet qui fait encore écho aux préoccupations de Point, eu égard à l'état de sa femme Elga pendant cette période. On voit maintenant un dessin représentant Adonis mourant de 1909, un dessin daté, comme on le voit en bas à gauche. Une des multiples études de l'artiste pour la grande composition qu'il élabora pendant plus de 12 ans, c'est-à-dire à peu près à partir de 1900. Cette composition s'appelle L'effort humain, elle est terminée en 1913. C'est l'œuvre la plus vaste et la plus complexe de Point, largement influencée par le pessimisme d'Élie Bourges, qui travaille à la même époque à son roman La Nef déjà cité. Près de 30 personnages de tous âges et de tous sexes s'efforcent dans une mêlée ordonnée d'emplir une sorte de tonneau des Danaïdes. C'est plutôt un puits des Danaïdes, ici. Leur plastique s'inspire des personnages de Michel-Ange à la Sixtine. Pour la réalisation finale de ce qu'il considérait comme son œuvre majeure, Point, voulant donner un tableau de 8 mètres de large, dut travailler en dehors de son atelier de Marlotte trop petit et s'installa à la Villa Muti près de Rome, où il travailla en 1912 et en 1913. L'impression d'ensemble de la critique fut défavorable quand le tableau fut présenté au Salon de la Nationale de 1914. On mesure ici effectivement le décalage de cette œuvre avec ce que font à l'époque les Picasso ou les Matisse. On voit ici maintenant Psyché au bain, qui prend ici les traits de Gisèle Gouverneur. Il y a une série de dessins et de peintures qui reprennent ce même thème. Psyché descend aux enfers alors pour recueillir un flacon de l'eau du Styx qu'on aperçoit derrière, et son regard manifeste une certaine crainte.
On trouve maintenant Apollon et Daphné, une peinture de 1919. Point peint ce tableau dans le courant de cette année-là, alors qu'il est immobilisé du fait d'un accident subi à Murol au début de cette même année. Le sujet reflète sans doute son désespoir face à son incapacité de travailler et de poursuivre sa muse. Il donne ensuite, en 1925, Diane et Actéon, une peinture avec plusieurs versions. Actéon surprend par hasard Diane au sortir de son bain. Surprise, la déesse l'asperge d'eau, ce qui le change en cerf que vont dévorer ses propres chiens. Comme à l'habitude, Point représente la scène avant le drame et avant la scène dramatique du dépeçage d'Actéon. Ici, La gardienne du torrent, une peinture de 1922 qui porte sur un thème allégorique inspiré peut-être à l'artiste par les nombreux torrents et rivières qu'il a contemplés et dessinés lors de ses séjours à Crozant et à Murol. On voit maintenant ici La jeune fille à l'iris, qui est un portrait de Gisèle Gouverneur, non daté. La jeune artiste partage alors la vie de Point et porte ici des vêtements qui évoquent l'Europe centrale, peut-être par suite de contacts avec des Serbes qui étaient en France, dans la région de Marlotte, pendant la guerre de 14. On voit maintenant, toujours de la même époque, La femme à la rose et au papillon de 1925, une scène de rêverie et de mélancolie incarnée sans doute encore par Gisèle Gouverneur. La femme au rocher, dessin qui est daté de 1925, qui est sorti récemment sur le marché, un très beau portrait de jeune femme, une sorte de vierge sage, tenant un petit vase serré sur sa poitrine, avec un arrière-plan de rocher qui évoque Léonard de Vinci. Un paysage présenté ici par anticipation avec ce qui suit, qui a été baptisé La montagne au printemps, de 1926 à 28. Il montre les aiguilles de Bavella à l'arrière, en Corse, dont le profil sera repris par Point dans l'œuvre suivante. Il s'appelle La rose des ruines, de 1928. La gravité du regard du modèle de la jeune femme, posée sur une rose évanescente et sur un papillon tout aussi éphémère, évoque la fragilité des choses de la vie. Il s'agit ici très vraisemblablement d'un portrait posthume de Gisèle Gouverneur, dont la mort brutale affecta beaucoup Armand Point. Et on trouve donc ce même profil des aiguilles de Bavella au fond du paysage. On a d'ailleurs vu passer encore plus récemment des portraits, trois portraits identiques dans une vente à Drouot, qui représentent Gisèle Gouverneur, mais qui sont des portraits posthumes, puisque l'un d'entre eux est daté de 1929, alors que Gisèle Gouverneur est décédée brutalement en 1926. Armand Point, alors, a été très affecté par cette perte, et il s'est fait, quelques années plus tard, inhumer aux côtés de cette Gisèle, comme le raconte Aristide Marie. On trouve ici maintenant une sanguine qui est intitulée Simone, de 1930, qui est un rare portrait de Simone Subra, un des derniers modèles de l'artiste. Et enfin, pour ce qui concerne les œuvres qui ne sont pas des paysages,
un portrait de Gabriel, une sanguine, de juin 1931. Il s'agit ici de Gabriel Charpentier, qui accompagne Point à Bruges, puis à Naples pour son dernier voyage. Dans ce portrait, Point y démontre encore sa capacité de rendre le regard affectueux d'un visage féminin, incarnation de la beauté qu'il a poursuivi tout au long de sa vie. On voit d'ailleurs ici une des dernières, peut-être la dernière photo d'Armand Point, prise à Bruges, sans doute par Gabriel Charpentier, au mois de juin 31. On connaît une des églises de Bruges sur la photo. Je continuerai ensuite par les paysages. Lors de ses séjours à Crozant, puis en Auvergne, et en particulier à Murol, Point concentre à nouveau son attention sur la nature, prise en tant que telle. Il développe alors une vision panthéiste de celle-ci, dans des paysages où l'homme est généralement absent. Et il écrit, à Murol, les villages sont entièrement en chaume et entourés de belles montagnes avec de beaux arbres, ce qui est impressionnant. C'est le grand silence qui règne partout et qui donne à cette solitude quelque chose de sacré. Quand on parle, il semble que l'on va profaner le sommeil des nymphes qui dorment dans ces coins abrités de toute civilisation. Alors, je citerai quelques paysages, mais là, il faut que je revienne en arrière. 73. Voilà un paysage baptisé Rivière dans la vallée de 1916, qui est un paysage de la Cédelle, un affluent de la Creuse, qui passe à Crozant, où Point a travaillé pendant la guerre, en partie en compagnie de Guillaumin, qui lui a fait des séjours multiples pendant près de 30 ans. Un autre tableau de Point à Crozant, rocher brisé près de la Cédelle, qui montre ici des couleurs qui évoquent nettement l'art de Guillaumin. Ensuite, on va voir des paysages de Murol. Voici ici un village de montagne à Jassa, qui est un petit hameau situé près de Murol, 1921-24, un tableau qui vient d'être acquis par le nouveau musée de Murol, tout comme le suivant, le Torrent, de 1923, acquis également par ce musée. Enfin, la Cousse gelée, une œuvre de 1923 également, montre une très belle harmonie de bleu et de rose sur une scène de neige avec le petit ruisseau qui coule aussi au hameau de Jassa. Soir d'hiver de 1924, effet de neige, présente lui une harmonie de brins assourdis, toujours dans le même hameau de Jassa, où Point travaille alors parfois les pieds dans la neige. C'est bon pour sa blessure. Ferme en Auvergne est un dessin aussi réalisé dans la région qui est conservé au musée de Beauvais. Voilà, c'est ici la dernière œuvre que je vais montrer. En conclusion, l'ensemble de ce parcours met en évidence un peintre symboliste important pendant une quinzaine d'années, inspiré par la Renaissance et les mythes grecs et romains, ayant tenté en outre, avec un succès appréciable, une expérience dérivant de celle de William Morris dans l'association Haute-Claire. Il est aussi un orientaliste notable en Algérie pendant une décennie,
Les œuvres suivant les années 1910 sont marquées par un symbolisme un peu essoufflé et un pessimisme hérité d'Hérémie Bourges. Les paysages, commencés pendant la Grande Guerre, marquent une tentative supplémentaire de l'artiste de fuir une époque dont il se sent rejeté. La diversité de son parcours et de ses œuvres en fait un artiste important qui a marqué principalement le symbolisme de sa touche personnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Robert. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Moi j'en ai une. Oui. Il a peint combien de tableaux, Armand Point? J'ai dans mon catalogue, dans la thèse, j'ai l'équivalent de 730 œuvres, dont 550 font l'objet de reproduction. Les autres, ce sont des œuvres qui sont citées dans des bibliographies, mais sans que j'ai pu retrouver de reproduction. Donc ça donne un ordre de grandeur, mais j'ai un indice un peu contradictoire, c'est que depuis que j'ai bouclé la thèse, j'ai arrêté la liste finale des œuvres qui sont citées en avril dernier, il est passé en vente une quinzaine d'œuvres de l'artiste, et il y en a à peine la moitié qui étaient déjà dans la thèse. Les autres sont nouvelles. Donc ça montre qu'il y a encore du pain sur la planche et des investigations à faire, des suivis des ventes et aussi des investigations à faire chez les collectionneurs privés dont je ne connais que quelques-uns d'entre eux. Et quand vous dites œuvre, Robert, vous... Alors œuvre, c'est pas parlez... peinture, c'est tout global. compris. D'accord. C'est tout compris, c'est peintures et dessins. Il y a beaucoup de dessins. Je pense qu'il y a un peu plus de la moitié de dessins, parce qu'il y a une collection de dessins très importante qui en comporte à elle seule une centaine et qui doit faire basculer peut-être l'inventaire que je détaillé entre peintures et dessins que je n'ai pas fait. Ça doit basculer légèrement au profit des dessins. Et il a peint de combien de temps alors? Il a peint, la première œuvre que je n'ai pas montrée, c'est une petite étude qui a été exposée à Marlotte en 2003, et il a peint à partir de 1877. Oui, mais on a très peu d'œuvres jusqu'à sa mort, en fin 31 ou début 32. D'accord, ça fait 40 ans de peinture. Ça fait 40 ans, un peu plus de 40 ans de carrière. D'accord. Voilà. Il me semble que dans les années 70, il y a eu un engouement pour le symbolisme. Oui, exactement. Alors, oui. ça a été dû à quoi? Alors, les marchands, oui, c'est une excellente question, Madame Varnaud. J'y ai fait une brève allusion tout à l'heure. En 1960 et quelques, il y a deux personnages importants qui se sont intéressés aux symbolistes. C'est en France Philippe Julien, qui s'est intéressé à d'autres domaines que le symbolisme, mais qui a publié des ouvrages intéressants. Malheureusement, non documentés quant à ses références, ce qui rend l'utilisation de ces ouvrages par un chercheur assez difficile, mais il avait une vista tout à fait remarquable sur les œuvres qu'il voyait, et il s'était forgé des opinions qui restaient encore valables, sans qu'on sache exactement combien d'œuvres de Point ou d'autres symbolistes il avait pu examiner. Et puis le deuxième personnage important, c'est Robert Pincus Witten, qui est un Anglais, qui va s'intéresser au symbolisme en général et qui va publier une thèse importante, Occult Symbolist in France. Je ne connais plus peut-être le titre exact, qui sort aussi dans les années 70. Et là, Pincus Witten étudie pour la première fois, après Léonce de Normandie, qui avait publié un ouvrage sur les salons de la Rose-Croix à l'époque de ceux-ci, puisque Léonce de Normandie était un aide de Péladan dans ses œuvres.
Léonce de la Normandie, donc malheureusement a très peu parlé de l'aspect artistique des salons de la Rose-Croix. Au contraire, Pincus Witten a fait une étude très solide et remarquable des artistes, des principaux artistes qui ont travaillé à la Rose-Croix. Il y en a plus de 170 et il y en a qui restent encore aujourd'hui à peu près totalement inconnus, mais il a étudié Point, il a étudié Osbert, il a étudié Séon, Maurice Chabas et d'autres artistes, Delville aussi, qui a figuré à la Rose-Croix, qui est belge et qui a figuré à la Rose-Croix. Donc ce sont ces deux hommes qui ont généré un courant d'intérêt pour le symbolisme, et il y a eu après des expositions importantes comme le symbolisme en Europe, puis d'autres, et actuellement ce sont les peintres de l'âme qui sont à l'honneur depuis 1999, grâce à M. Jumeau-Lafont, qui a organisé des expositions tirées d'une grande collection particulière, qui forment le fond des expositions, dont la dernière se déroule actuellement à la Reine, aux Pays-Bas. Mais on a pu voir cette exposition à Paris en l'an 2000, à côté du Châtelet. Oui, j'ai le souvenir d'une exposition à Turin. À Turin, oui, exactement. Il y en a une aussi, oui, au début de la renaissance du symbolisme. Il y a eu une exposition. Qui étaient conservateurs au Louvre, ils ont fait avancer Et Lacombe. C'est Lacombe, je crois, il s'appelle. Il y avait Jean et puis sa femme. Non, la Cambre. La Cambre, oui, oui. La Cambre, oui, ah oui, 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 la Cambre, oui, parce que la Cambre, je connaissais, je connais un peintre de Pont-Aven, je ne voyais pas de conservateurs du Louvre, mais je ne les connais pas tous. Geneviève Lacambre a été une grande spécialiste du symbolisme, notamment de Gustave Moreau, puisqu'elle a dirigé le musée Gustave Moreau tout en étant conservateur au musée d'Orsay. C'est ça. Elle a fait beaucoup pour le symbolisme, mais surtout pour Gustave Moreau. Elle avait une excellente connaissance des peintres symbolistes également. J'ai pris contact avec elle depuis 2003, mais elle travaillait encore un peu au musée d'Orsay à cette époque. Je ne sais pas si elle y vient encore. Et Matet, quand il était aux arts décoratifs, il y avait eu toute une polémique. Qui Matet. François Matet. Avec pas. les... Vous voyez pas? Non. Là, je ne cherche pas le nom, là. Je ne le connais pas. Oui, mais... Il y avait eu... enfin, c'était le problème des pompiers. Et Oui. vous vous souvenez pas de toute une histoire? On avait fait des enquêtes pour savoir... il y avait eu tout un mouvement. C'est à quelle époque? Oh, c'est dans ces années-là. Dans les années 70, oui. Il n'a pas travaillé sur les symbolismes. Il est presque normal que je ne le connaisse pas. Et c'était quoi l'enquête? Moi, je alors suis très monoculture. Je m'intéresse essentiellement à Armand Point. Oui, oui. Et elle portait sur quoi l'enquête, Janine? C'était les pompiers qui reprenaient aussi une espèce d'importance énorme. Ah, d'accord. Et donc on classifiait certains symbolistes dans les pompiers, c'est ça? Voilà. D'accord, oui, ça se comprend. Il y avait peut-être un certain François. mélange, Ouais, parce ouais. que les groupes symbolistes qui actuellement sont considérés comme étant trois, les Nabis, les Rose-Croix et puis les peintres de Pont-Aven. D'accord. Oui, oui, d'accord. Les peintres symbolistes, cette notion n'était pas décantée de la même façon en 1970. Les Rose-Croix ont été réintégrés dans les symbolistes plus récemment. Alors Matet, je ne peux rien vous dire sur Matet. Après, Je suis désolé. je vais vous poser une question de naïve, là. Vous avez montré de magnifiques objets d'art et des meubles aussi. Deux meubles, oui. Voilà, et puis Oui. un objet aussi magnifique, là. Des pendentifs, deux pendentifs. Non, oui, le petit meuble, là. Alors, ma question est, est-ce que c'est comme pour les tapisseries, c'est-à-dire que l'artiste fait une maquette, si on peut dire, un carton, Oui, et ensuite c'est un artisan ou littéralement artiste qui le fait? c'est une très bonne question qui renvoie à tout le fonctionnement de Haute-Claire, qui mériterait à lui seul une conférence, parce qu'il met en jeu, le fonctionnement met en jeu des
des artistes artisans Ouais, importants, ouais. mais le maître d'œuvre, c'est toujours Armand Point. Ah, c'est C'est formidable. lui qui conçoit les œuvres, Oui. il réalise sans doute quelques dessins, mais ce sont ces artistes artisans qui les réalisent. Ah, d'accord, c'est les artistes artisans qui réalisent. Alors lui, D'accord. il réalise Artisan quand même, d'art, on dira, ouais. il est très compétent dans un domaine majeur du travail de haute classe, c'est l'émaillage. D'accord. Il a installé 2 fours dans son atelier de Marlotte. Ces 2 fours, c'est lui qui travaille, c'est lui qui prépare les bains, qui surveille la cuisson. À cette époque-là, on n'a pas de moyens pyrotechniques très performants, hein. On surveille à Oui, l'œil. c'est bien, au contraire. Le musée du Louvre installe des moyens de mesure pyrotechnique, pas pyrotechnique, de mesure de température, très soignés seulement en 1920 ou 30. Et maintenant, on a des moyens de mesure par pyrométrie infrarouge qui sont excessivement performants. Mais à cette époque, les gens travaillent à l'œil. Oui, mais il y a beaucoup d'artistes contemporains Oui. qui continuent à, Ah bah, faire, il y en a à encore. faire du raku, des choses magnifiques. Oui, je connais à l'œil, heureusement encore. Non, mais c'est pas forcément heureusement. Hein. Non, si, parce que ça change tout. Non, C'est- là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis désolé. Mais quand on peut travailler avec des contrôles de température précis, on fait du travail répétitif. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait du mauvais travail. Parce que les gens qui travaillent sans moyens sans moyens thermographiques, ils font un peu n'importe quoi. Et il y a des quantités de ratés, de Ah rebuts. oui, mais ça, c'est Ah mais bah ça, oui. on le sait, on a Ah ben, on le l'habitude. sait, oui, mais quand on n'en a pas, quand on fait une grande plaque comme celle que j'ai montrée de Princesse à la licorne, si on rate son émail, c'est assez catastrophique. Donc les moyens, moi je suis ingénieur de formation, Ah, je vois. J'entends, je comprends la réaction. c'est pour pas ça pareil. que je fais tilt à Oui, votre mais c'est- remarque. ouais. Les moyens techniques modernes permettent beaucoup de précision et ils sont le moyen, ils constituent un moyen important d'éviter des rebuts nombreux. Quand on prend par exemple les poteries anciennes, par exemple si vous prenez à Millau les poteries de la Graufesenk, eh bien on a retrouvé des monceaux normal, de oui, poteries bien sûr, cassées bien sûr. sur le site, Bien sûr. alors que les poteries réussies, elles étaient Mais je vous dis encore exportées dans aujourd'hui, tout les le artistes contemporains, ils travaillent comme ça. Ils ont, enfin, les vrais Ah, artistes, moi, ils travaillent comme ça. je connais un artiste qui fait des produits comme ça, cuits, Ouais, en terre cuite. Et il a des installations de contrôle de température très performants. Il programme son cycle de température et il n'a pas de rebut. Et c'est beau ce qu'il Une fait. fois- Ah ben ça c'est autre chose. il a une certaine inspiration, C'est tout le mais, problème entre mais, l'art non, mais et ce sont la- 2 choses un peu Ah, différentes. complètement. Tout à fait. Ce sont des univers différents. Voilà. D'autres questions, Monsieur Bois? Alors, nous nous sommes connus un peu grâce à Armand Point, il y a quelques années maintenant. Et je voulais vous poser la question, nous nous sommes rendus une fois ensemble au musée de Beauvais, où il y a beaucoup d'œuvres de Bellery-les-Fontaines. Je voulais savoir s'il y avait des relations entre Bellery-les-Fontaines, qui a fait beaucoup de choses un peu dans l'esprit de Haute-Claire. C'est-à-dire du mobilier, des chaises, des cadres. Je n'en connais pas. Enfin, Bellery-les-Fontaines a été un grand spécialiste du mobilier, avec une consonance érotique marquée, très attirante d'ailleurs. Mais je ne connais pas de rapport entre... Il n'y a pas de relation entre les 2 ateliers, si je puis dire. Si vous voulez, le mobilier est une variante particulière dans l'esprit, dans l'atelier d'Haute-Claire, c'est que le mobilier n'a pas été réalisé dans la maison de Point. Ça, c'est certain. Et probablement, le mobilier a été réalisé chez un certain Chambon qui travaillait à Fontainebleau. Les rarissimes mobiliers, à l'époque, Chambon était un antiquaire et un fabricant de meubles. On faisait beaucoup de copies de mobilier, d'époque gothique, ou Henri II, ou Louis XV. On faisait beaucoup de mobilier, à Fontainebleau en particulier, mais dans toute la France aussi.
Et Chambon était surtout un fabricant de mobilier. Mais je ne connais aucun rapport avec Bellerie des Fontaines. Ouais. Et Point n'a pas été très intéressé par le mobilier. C'est un aspect mineur. Je n'ai montré que la vitrine, sans parler de la chambre aux muses, dont j'ai dit un mot à la fin. Les pièces que vous avez montrées sont bien au Petit Palais. Certaines pièces de Haute-Claire sont bien exposées au Petit Palais à Paris. Une. Il y a Une seule. au Petit Palais, il y a beaucoup de choses. Il y a le coffret au serpent, Ouais. donc, qui est une œuvre magnifique. Je dis qu'il est, quand vous entrez, il est dans la grande galerie de présentation sous une vitrine. Je l'avais vu il y a quelques années alors qu'il était dans les réserves. Mais le Petit Palais conserve aussi un grand nombre, enfin 6 ou 7 ou 8 dessins qui concourent à la réalisation du grand tableau La Cime que j'ai montré. La Cime, œuvre disparue maintenant, sans doute pendant la guerre de 40. Et le Petit Palais a une esquisse très avancée de ce tableau et des études de détail que j'espère qu'un jour il montrera au public. Il faut appuyer. Appuyé. Ah, il y a Ça- deux. Ah, pardon. Pourquoi se sont-ils appelés le mouvement symboliste? Le mouvement symboliste, ça remonte. Ce ne sont pas les peintres eux-mêmes qui ont inventé le terme symboliste. Ce sont les littérateurs. C'est le grand manifeste de Jean Moréas en 1886 qui est un des premiers textes à utiliser le mot symbolisme. Donc c'est la littérature qui a démarré le symbolisme et ensuite les peintres ont repris les objectifs. Et peut-être que notre ami Jacques Doutet pourrait en dire plus sur l'aspect littéraire. Non, Domaine dans lequel non, mais ce que il je voulais est dire- infiniment plus compétent que moi. Non, je vais pas on va pas faire l'incursion là. J'avais plusieurs questions à te poser. D'abord, est-ce qu'il connaissait très certainement le pré-raphaélisme anglais, bien entendu. Oui, j'en ai- Et ça, c'est l'une de ces. Bon. Je vais en parler. Alors, la question que je voulais te poser, c'est ces rapports. Tu l'as évoqué très rapidement en parlant de son hostilité à Degas, ces rapports d'ensemble avec l'autre peinture qui se fait à cette époque, c'est-à-dire l'impressionnisme et le post-impressionnisme. Il m'a semblé, en voyant deux figures féminines dans un paysage, qu'il y avait peut-être une certaine influence possible, enfin je ne sais pas, je ne me prononce pas parce que difficile de voir sur reproduction de l'impressionnisme, mais certainement très fugitive et très localisée. Et la dernière question, alors quel rapport avec les autres mouvements que tu as toi-même rangés sous l'étiquette de symbolisme, c'est-à-dire les nabis, et tu as parlé des nabis... Et des Pentavennes. Voilà, et de l'école de Pont-Aven, voilà. C'est-à-dire quand même des mouvements essentiels qui conduisent tout droit à l'art moderne. Bon, il n'y a même pas besoin de faire un dessin. Quel a été son rapport avec tout ça? Parce que tu y as insisté à la fin. C'est très curieux. Enfin, dans les années 15, 20, on a l'impression d'un anachronisme total. Quelqu'un qui essaye de refaire du Michel-Ange ou du Mantegna à l'époque de Picasso et bientôt du surréalisme. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Alors, comment donc tu le vois plus généralement dans ses rapports avec ce qu'on appelle, à tort ou à raison, c'est pas pour le disqualifier lui, l'art vivant des époques qu'il a traversées. Voilà. Bon, ben voilà trois questions oui. qui vont nous amener à quelques petits développements. D'abord sur les pré-raphaélites. Les pré-raphaélites, le terme est utilisé parfois avec des sens différents. Il y a des gens qui parlent des pré-raphaélites comme étant des peintres italiens et qui ont travaillé avant Raphaël. Étymologiquement parlant, c'est ça. On parle plutôt, quand même dans la littérature, de ces peintres en les qualifiant de primitifs italiens. Mais il y a les PRB, les pré-raphaélites, qui ont été regroupés dans la pré-raphaélite Brotherhood en 1848, qui sont des Anglais. Il y a Rossetti, il y a Burne-Jones. Burne-Jones arrive un tout petit peu après, mais il y a Rossetti, il y a Millet. Il y a toute une équipe de peintres
qui se regroupent et qui, eux, invoquent ce qui s'est passé avant Raphaël, et qui invoquent donc une esthétique avec des couleurs très vives. Et le pré-raphaélisme est un peu connu en France. On y montre quelques tableaux de Burne-Jones, qui est pré-raphaélite un peu après la constitution des PRB, mais il a quand même une audience modeste. Mais Jacques Letève a fait des études très intéressantes sur le sujet, que tu pourras consulter, notamment dans la... je ne me rappelle plus, il a fait des articles, je ne sais plus dans quoi, je ne retrouve pas le titre, mais dans une ampe, je crois que c'est le... Non, je ne retrouve pas. Mais c'est pas loin, ma mémoire vacille. Bon, donc, les pré-raphaélites, contact assez réduit avec la France, il y a quand même une certaine animosité à cette époque-là entre la France et l'Angleterre, et au plan esthétique, ça se traduit un peu de la même façon, mais qui ne sont pas nuls. Burne-Jones expose en 1896 un portrait de Madame Deslandes, réalisé. Madame Deslandes, c'est une femme à la mode de Paris qui fréquente Burne-Jones. Les rapports entre Point et le pré-raphaélisme, en matière de peinture, sont à mon avis nuls, ou à peu près nuls. Pourquoi? Parce que Point se tourne exclusivement vers l'Italie. Point va en Italie en 94, en 97, en 99. Il fait au total 7 ou 8 voyages en Italie, dont certains sont très longs. Pour lui, le modèle, c'est l'Italie. Les pré-raphaélites anglais, il ne les connaît pas, il les ignore pratiquement. Sans doute pas totalement, mais presque. Et j'ai écrit dans la thèse, Point n'est pas un descendant des pré-raphaélites, c'est d'ailleurs Philippe Julian qui dit que Point est un élève des pré-raphaélites. Alors là, je m'inscris totalement en faux contre cette assertion. Point n'est pas un descendant des pré-raphaélites anglais, c'est leur cousin germain. Ils descendent tous les deux des peintres italiens. C'est très clair dans mon esprit. Alors le deuxième point, les rapports avec l'impressionnisme. Excellente question aussi. L'impressionnisme est assez fortement vilipendé par Péladan, qui est un peu assez nettement même le maître à penser de Point. Ah oui, j'ai oublié un aspect très important des relations avec le pré-raphaélisme. Je vais revenir donc à la fin de cette réponse. C'est qu'au plan pictural, pas de rapport entre Point et les pré-raphaélites. Par contre, des rapports importants dans le cadre de Haute-Claire avec William Morris. Les idées de Haute-Claire sont en partie des idées de William Morris qui ont été transmises à Point par le canal de Stuart Merrill, cet Américain qui passe pratiquement toute sa vie en France, un poète que tu connais sûrement, et qui écrit exclusivement en français, qui fait des poésies exclusivement en français. Donc c'est Stuart Merrill qui a vécu à Marlotte, à côté de Point, avec en particulier une jeune femme qui s'appelle Bob Ruyon, et qui a été portraiturée et immortalisée par Delville dans un tableau très célèbre. Bon, donc là, il y a un lien entre les idéaux de Morris et les idéaux de Point. Mais Point ne donnera aucun caractère industriel aux productions de Marlotte. C'est exclusivement de l'unitaire, et donc ça ne débouche pas sur des ventes appréciables. Point du mal à écouler sa production. Les grands coffrets comme l'Île Heureuse, qui représentent, je ne sais pas, plusieurs années de travail, si on les rapporte à plusieurs personnes qui ont pu travailler sur ce coffret. Donc c'est une production invendable.
peu vendable, alors que Maurice a quand même vendu un certain nombre de produits, notamment des papiers peints, même si finalement ça n'a pas pleinement réussi non plus. Voilà, donc je clôt l'affaire des pré-raphaélites et j'en reviens aux impressionnismes. Les impressionnistes donc sont peu appréciés de Péladan. Point les apprécie aussi modérément, mais c'est à moduler assez largement en fonction des artistes. Je n'ai jamais vu une critique de Point à l'égard de Monet. Monet, même Péladan d'ailleurs n'est pas virulent vis-à-vis de Monet. Mais par contre, Point et Péladan sont virulents vis-à-vis de Degas, que j'ai cité, parce que Degas montre des femmes qui font leur toilette dans un tube, et ça scandalise et Péladan et Point. Il y a une petite phrase très méchante de Point là-dessus. Donc des rapports assez lâches, des rapports avec Guillaumin quand même, qu'il faut citer, que j'ai déjà cité, que je vais développer un peu. Guillaumin, donc c'est un féru de Crozant, Point il vient pendant la guerre, Guillaumin y est aussi, et les deux hommes vont avoir une certaine sympathie l'un pour l'autre, et Point écrit dans une lettre à son fils, j'ai convaincu Guillaumin de peindre par glacis. Alors que les impressionnistes peignent par touche, ils ne peignent pas par glacis. Voilà. Donc il y a des rapports quand même avec Guillaumin. Avec les autres, je n'en connais guère. Il y a un contact indirect avec Lautrec, mais il n'y a pas de contact personnel sans doute avec Lautrec. Lautrec, lors du salon de 1996, critique implicitement, sans le nommer, un tableau de Point qui est présenté, que je n'ai pas montré d'ailleurs, ça aurait pu en être un que je montre aussi, un tableau, et il fait un petit article dans la Revue Blanche, un petit article, c'est pas Lautrec, Point fait un petit crobard de ce tableau, que j'ai reconnu, mais qui n'a pas été identifié jusqu'à présent. Et l'article est de... Ah, je sais plus, il faudra que j'ai la thèse pour le retrouver. L'article est d'un critique humoristique, très connu, mais dont j'oublie encore le nom maintenant. Bon, mais là, il n'y a pas de rapport entre... donc peu de rapport avec les impressionnismes. Avec les autres groupes symbolistes, avec les nabis, très peu de rapport également. Point connaît Maurice Denis, mais il ne le fréquente pas. Et j'ai enquêté un petit peu auprès du musée du Prieuré. On ne trouve pas trace de citation de Point dans la correspondance de Maurice Denis. Et Point cite une fois Maurice Denis, mais pas comme quelqu'un qu'il connaît. Comme un artiste dont il a entendu parler et dont il a probablement vu quelques œuvres. Voilà, avec Pont-Aven, je ne connais pas de rapport avec les artistes de Pont-Aven, sauf en ce qui concerne Émile Bernard. Émile Bernard qui est à Pont-Aven, mais qui expose une fois au Salon de la Rose-Croix, qui expose au Café Volpini lors de l'exposition universelle de 1889. Mais à ce moment-là, il n'y a certainement aucun contact avec Émile Bernard. Je me suis longtemps posé la question, jusqu'au jour où j'ai trouvé un petit bouquin, des lettres d'Élie Mirbourge à différents personnages, des lettres d'Élie Mirbourge à différents personnages. Alors il y avait Van Gogh, évidemment, ça attire évidemment le grand public, mais dans ce livre, il y avait une lettre d'Émile Bernard à Élie Mirbourge, et qui déclare qu'il a rencontré Point et Élie Mirbourge pour la première fois à Marlotte en 1905.
donc bien après la période de Nabi. Et à ce moment-là, les deux hommes fraternisent, et Émile Bernard est un petit peu, disons, largué par les courants modernes de l'art, comme Point. Il a vécu assez longtemps en Égypte. Quand il revient d'Égypte, il se trouve à ce moment-là dans une situation difficile vis de la critique, et il se rapproche de Point, et ils vont tous les deux participer, Émile Bernard étant le leader, à une petite revue qui s'appelle La Rénovation esthétique, dans laquelle Point écrira des textes importants, et notamment il fera une critique raisonnée du livre de Cennino Cennini, Libro dell'arte, que Cennini a publié au XVe siècle et dont il reste plusieurs versions. Point s'intéresse beaucoup à la technique et il s'est intéressé beaucoup à ce livre de Cennino Cennini, dont il existe actuellement une édition critique tout à fait remarquable, qui il y a une dizaine d'années par une certaine Madame Laroche ou de Laroche, que je recommande à ceux qui s'intéressent à la technique. Voilà ce que je pouvais te dire sur ces trois questions. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres questions? Bon, bah merci. Alors on félicite donc Robert Doré, qui a passé sa thèse et qui est brillamment reçu, avec comme jury Bruno Foucard, parce que ça ne passait pas à l'écran, c'est la raison pour laquelle je me permets de le dire tout haut, Monsieur Barthélemy Jobert, Monsieur Jean-David Jumeau-Lafont et Madame Christine Peltre. Université, et donc. Daragon, qui était le directeur de thèse. Et Monsieur Daragon, le professeur Éric Daragon de l'Université de Paris 1. Voilà, ben je vous remercie beaucoup Robert Doré.